Bienvenue. Merci de venir jusqu'ici, en tout cas c'est cool, je suis trop contente de te rencontrer. Bon, on peut s'installer si tu veux, on se met là à côté. Alors je passe juste devant, hop, et je t'accompagne dans le lieu d'enregistrement. Bienvenue dans Open Book, le podcast qui plonge dans les livres pour réinventer nos vies ensemble. Est-ce que tu veux un café? Au moment de cet enregistrement, c'est la première fois que Adèle Rosenfeld faisait une interview pour son nouveau roman, L'extinction des vaches de mer. Et vous allez peut-être l'entendre, parce que c'était émouvant, un peu comme une première fois. Alors, je vais te mettre ton micro. On a cheminé ensemble entre ces pages, et à la fin, elle m'a dit le truc que je recherche le plus dans une conversation. Je crois que je vais continuer à réfléchir à certaines de tes questions. Ça a ouvert des portes. Alors j'espère que ce nouvel épisode vous fera le même effet à vous qui nous écoutez. Ça va, t'es bien? Son livre m'a fait pleurer sans que je m'y attende, comme s'il cachait, comme elle, une profondeur, une gravité. Je crois que c'est parce que tout y parle de la perte, de la disparition. On est en 1741. Un scientifique, nommé Steller, mène une expédition dans le Pacifique Nord et découvre une espèce jamais classifiée, les vaches de mer. Ça a un peu la tête d'un phoque, avec un petit minois et un corps imposant. Je vous laisse imaginer le scénario. L'observation devient une chasse à l'animal, pour sa peau, pour sa graisse, et en moins de 30 ans, l'animal disparaît. Un massacre. Mais pourquoi Adèle Rosenfeld s'obsède pour le squelette de cette espèce qu'elle découvre au musée d'histoire naturelle? Pourquoi ce corps marin s'invite partout, jusque dans l'EHPAD ou alors en visite à son grand-père tant aimé? Que dit-il de son identité juive, peu racontée dans sa famille? Ce sont toutes ces questions que l'autrice décortique chez moi, sur mon canapé, pour vous. Open Book, c'est maintenant. C'est parti. Donc j'ai envie qu'on commence vraiment par ton obsession pour la vache de mer. Comment cette obsession est née et les liens qu'on peut tisser entre cet animal et ton histoire et ton récit. Et ensuite rentrer un petit peu dans la structure, dans l'écriture du récit d'aventure que tu déploies pendant une grande partie du livre, autour notamment de la figure de Steller. Et puis enfin terminer sur la puissance poétique de l'univers marin, qui est effectivement la puissance de ton écriture et une recherche que tu mènes, je pense, dans le langage, pour prendre en charge cet univers et cet espace marin. Donc je parlais d'obsession, j'ai commencé avec ce mot. Est-ce que c'est un mot qui te parle pour parler de toi? Oui, c'est vraiment l'obsession pour cet animal. Elle a démarré avec déjà dans Les Méduses n'ont pas d'oreilles, le premier roman. Ton premier roman, je précise. Parce que j'ai vraiment une fascination pour les muséums d'histoire naturelle depuis longtemps. Parce que c'est cette espèce d'attrait pour comment on s'approprie le vivant, pour le classer, pour le nommer, pour l'archiver. Et donc, avec Les Méduses n'ont pas d'oreilles, je traînais déjà beaucoup au Muséum d'histoire naturelle. Il y a toute une scène qui se passe dedans. Et je cite déjà la Rythine de Steller, parce qu'elle est présente dans la galerie d'anatomie comparée. Et si je reviens sur ces lieux qui sont les musées d'histoire naturelle, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as découvert un tel endroit, que tu y es entré, que tu as arpenté un de ces lieux? Je me souviens que j'avais tout de suite été complètement très impressionnée par le fait qu'on rendait vivants des squelettes. C'est-à-dire qu'on essayait vraiment de leur donner du mouvement. Et donc il y a des espèces de squelettes qui hurlent, des squelettes qui volent, des squelettes qui ont même des mouvements, même des squelettes marins qui ont même presque des mouvements qui épousent le courant des océans. Enfin, il y a vraiment une espèce de mise en nature. Et je trouvais ça glaçant. Le fait d'être mis en espace, mis en mouvement dans l'espace, il y a vraiment une façon de naturaliser un squelette et de le rendre presque dans son environnement, alors qu'il est dans des vitrines, il est accolé à plein d'autres squelettes qui miment le vivant aussi. Et il y a quelque chose qui m'a complètement terrorisée, mais fascinée aussi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup fréquenter les musées d'histoire naturelle, un peu. Enfin, dès que j'allais dans une ville, j'allais dans un muséum d'histoire naturelle pour les voir. Mais j'ai l'impression aussi que dans ces espaces, il y a ce truc tu sais, vraiment, on sent le désir de connaissance de l'homme, dans ce qu'il peut avoir aussi de capitaliste, quoi, au sens de vouloir posséder, s'agrandir, dominer. On sent ça, quoi, de vouloir connaître toutes les espèces, vouloir les cataloguer. Et dans cette multiplicité, je trouve qu'on sent le pouvoir de la connaissance aussi. Ah oui, complètement. C'était vraiment cette dimension-là que j'ai voulu exploiter dans le texte. C'est que c'est vraiment un désir d'appropriation, mais aussi dans une idée de compétition acharnée
des hommes entre eux. Et je trouvais ça c'est très symptomatique aussi, le fait de donner son nom à une espèce, à un animal, comme on donne son nom à des îles d'ailleurs aussi. Et ça, c'est absolument terrifiant de voir cette compétition autour du nom, du patronyme aussi donné à l'animal, au paysage. Et donc un jour, tu te retrouves face à face avec ce squelette énorme, qui est le squelette de la vache de mer. Est-ce que tu peux nous le décrire pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu ton livre, mais qui ne vont pas tarder à le faire, puissent l'imaginer, cet animal? Qu'est-ce qui se passe quand tu le regardes, quand tu observes ce squelette? Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, c'est déjà l'arche de ses côtes. Ces côtes sont une espèce de l'impression de voûte. Moi, j'avais presque l'impression dans une espèce de cathédrale d'os, mais rond, qui m'enveloppait. J'avais vraiment le sentiment d'être sous ces côtes, sous ces voûtes, vraiment comme à l'intérieur d'une nef d'église, quoi. C'était très troublant, mais avec un tout petit visage. Elle a vraiment une toute petite tête de squelette, mais qui est très familière parce qu'elle ressemble un tout petit peu à un cheval, entre l'homme et le cheval. Et ça m'a produit un espèce de vertige, vraiment, c'était vertigineux. Pourquoi vertigineux? Parce qu'il y avait un sentiment de familiarité? De familiarité et d'extrême grandeur, et d'être enveloppé de familiarité et d'être enveloppé par son squelette aussi. Donc c'est marrant, tu utilises beaucoup les mots enveloppé, être à l'intérieur. Alors il y a la cathédrale qui est assez froide et immense, mais il y a aussi quand même l'idée du cocon. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en toi de physique et de l'ordre aussi de l'intime. Ah oui, complètement. J'ai eu un rapport très intime tout de suite avec ce squelette-là, ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, je veux dire, c'est assez rare qu'on ait un feeling intime avec un squelette. C'est quand même assez rare dans la vie. Exactement, je tenais à le préciser pour... Rien que quand je l'ai vue la première fois, elle m'avait fait un effet absolument incroyable par sa rondeur, par son volume. Il y avait quelque chose de très humain, je trouvais. Et il y avait aussi, j'étais sidérée par le petit panneau explicatif, complètement déchirant. C'est là où on apprend qu'effectivement, c'est qu'en 27 ans, c'est un record d'extermination. À partir du moment où elle a été découverte, elle a été éteinte en 27 ans. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la rondeur dans cet animal qui se voit dans son squelette et qui, quand on se balade dans l'espace avec elle, n'avait vraiment l'impression de rapport très intime et presque maternant, j'ai envie de dire. C'est le mot que j'avais effectivement en tête. Je voulais pas trop le dire parce que ça peut être un peu lourd d'assimiler la rondeur, la chaleur à cette idée de maternelle. Mais quand même, j'entends ça aussi. Quelque chose, effectivement, j'ai aussi utilisé le mot familial. Il y a quelque chose du lien, en tout cas rassurant et presque utérin à cet animal. Exactement, oui. Tu comprends pas trop pourquoi, hein, sur le coup. Ça, c'est un peu comme c'est une rencontre un peu comme ça, incompréhensible. Ça a été une rencontre effectivement un peu incompréhensible, oui. Et surtout, après, en lisant les carnets de Steller, je m'apercevais qu'il avait ce même rapport à l'animal, la voyant comme quelque chose de maternant, de terre nourricière, de familiarité avec cet animal. Mais c'est vrai que à cette sensation première, je l'ai retrouvée dans les carnets du scientifique qu'il a découvert. Et après l'avoir rencontré pour la première fois, tu y repenses. Il y a quelque chose comme ça qui s'installe chez toi. Quelle forme l'obsession prend à ce moment-là? C'est très entêtant, c'est vraiment une espèce de chose qui revient comme une image qu'on convoque pour se rassurer. Il y avait quelque chose de l'ordre d'un désir de rondeur. Hein. C'était très difficile à expliquer autrement, mais il y avait vraiment cette image que je pouvais convoquer, qui pouvait me contenir à certains moments. Et c'est une image que je pouvais convoquer le soir, par exemple, dans les moments presque infantiles, quoi,
Donc c'est très très curieux, ça a pris vraiment possession et ça a remplacé un peu des idées un peu sombres. Elle prenait le relais, enfin elle relayait les idées sombres, elle venait me rassurer. Et j'ai l'impression, c'est ce que tu tises dans ton livre, c'est que cette obsession qui s'installe, elle va de pair avec une autre obsession à ce moment-là, qui est celle d'accompagner ton grand-père, qui est en fin de vie, en tout cas qui est dans un EHPAD. Et il y a notamment eu ce désir de l'enregistrer, d'écouter sa voix, de garder sa voix. Est-ce que tu as l'impression que ce sont deux obsessions qui ont été concomitantes ? Alors, ce qui est un peu troublant, c'est que j'ai pas du tout fait le lien. J'ai pas du tout fait le lien avec le décharnement d'une fin de vie et cette rondeur de l'animal que j'imaginais, que je convoquais pour me rassurer. Donc, ces côtes qui contrebalançaient l'idée du décharnement qu'est la fin de vie. C'est qu'il m'a fallu faire la traversée du roman, de l'obsession, pour ensuite comprendre vraiment les liens qu'il pouvait y avoir avec cette part intime que je traversais, donc qui était aussi cette espèce de culpabilité, parce que j'avais enregistré mon grand-père quand j'étais beaucoup plus jeune. Son histoire, je l'avais conservée, mais j'en avais pas encore fait quelque chose. Et quand en fin de vie, il perd la mémoire, il y a vraiment cette idée que ces archives-là, il faut en faire quelque chose. Il faut absolument que je replonge dans cette histoire-là et que je me réapproprie cette voix qui est en train de disparaître. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée aussi dans ce que tu dis et dans ce que j'ai lu, qui m'a vraiment bouleversée. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment un livre qui a convoqué une très très grande émotion chez moi. Et je crois que c'est vraiment la question de la disparition qui en fait est partout tout le temps, mais en sourdine, hein, comme tu dis, voilà, un peu de manière souterraine. Disparition donc de cette espèce dont on va parler, et aussi disparition de ton grand-père, disparition aussi de ton audition, qui est aussi un fil rouge comme ça dans ta vie. Et j'ai vraiment eu l'impression que ces trois choses-là communiquaient et cohabitaient en permanence, quoi. Tout à fait, c'était des fils qui se réunissaient parce qu'il y avait dans l'idée que cette voix qui disparaissait, que j'avais enregistrée, à mesure que lui perdait la mémoire, moi je perdais l'audition. Et j'avais le sentiment aussi que son histoire qui était douloureuse, terrible, était quelque chose qui était avec des zones indicibles, que ça se logeait dans l'histoire de ma sourdité. C'est-à-dire que ma sourdité était le réceptacle d'une histoire qui ne pouvait pas être dite, comme si je m'étais inventé une mythologie de la sourdité, et donc que c'était absolument nécessaire de rendre cette parole et de m'approprier cette voix que moi j'entendais plus, que j'entendais pas, et que lui commençait à perdre jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et donc c'est toute une histoire qu'il y a derrière. Il y a une image qui m'a beaucoup frappée, c'est que j'étais partie aux États-Unis, donc et je suis allée au musée au Harvard Museum d'histoire naturelle, et il y a pour rencontrer un chercheur, parce qu'il y a un spécimen de vache de mer là-bas, et il m'a fait la joie de me présenter son laboratoire et de me donner à porter, à sous-peser. Enfin, il m'a montré une partie d'un os des côtes, justement, et pour me faire sentir le poids de ses côtes, parce qu'en fait, c'est un animal qui est énorme, c'est un très gros animal, et pour s'immerger dans l'eau, c'est le poids des côtes qui l'immerge. Donc il a énormément de poids dans les os pour justement descendre, pour brouter les algues, mais il ne peut pas plonger. Il ne peut pas plonger, c'est un animal qui est peu habile. Qui n'est pas très mobile en fait. C'est ça, c'est pas très mobile, et c'est pour ça qu'il est aussi gros. Et c'est le poids des côtes qui lui permet de... Et donc, il m'a fait sous-peser cet os dans la main, enfin, en partie, parce que c'est impossible d'avoir tout un os dans les mains, mais... Et la lourdeur et le contact de cet os m'a fait un effet absolument terrible, aussi vertigineux que la première fois que j'avais vu la vache de mer, mais aussi, ça m'a donné la sensation de toucher le corps aussi de mon grand-père. Enfin, il y avait quelque chose du poids de l'histoire, il y avait quelque chose qui, dans ce moment-là, c'est congloméré toutes ces histoires-là, vraiment dans ce geste et dans ce moment, dans ce poids. Qu'est-ce qui est si lourd dans ton histoire ? Qu'est-ce qui est si lourd ? C'est
Eh bien, il y a cette histoire d'un grand-père qui a été caché pendant la guerre, un grand-père juif qui a été caché pendant la guerre, et donc qui a été caché dans une ferme quand il était enfant. Et donc, il s'est occupé de vaches. Et les vaches ont été un peu une sorte de famille recomposée avec les fermiers qui l'ont accueilli. Et quand il a retrouvé ses grands-parents, ses parents à lui, après la guerre, ils sont venus le chercher, ils ne se sont pas reconnus, parce qu'il ne reconnaissait plus ses parents. Il avait passé toute son enfance caché. Chez nous, il n'y avait pas eu les anecdotes sur lesquelles se fondait une famille, les traits de caractère de l'enfance, cette moue boudeuse accrochée à la vidange du bain, l'exclamation charmante face à la disparition de la neige, cette tache découpée dans la belle robe blanche pour ne pas se faire gronder. À ton époque, on ne se posait pas la question des enfants. Il fallait suivre le cours des choses, et suivre le cours des choses, c'était devenir mère, devenir père. Pour la femme, aller jusqu'au bout de sa nature, pour l'homme, prendre le chemin des responsabilités. Il n'y avait pas eu de récit, la petite fabrique d'histoire pour raconter d'où l'on vient. Au-dessus du berceau, j'imaginais leurs yeux éberlués de voir une vie qui s'agite. Cette vie qui achève de convaincre, il va falloir être un père. Je les imaginais regarder intensément le nouveau-né pour que la métamorphose eût lieu, que la paternité vînt. Mais elle n'est pas venue, elle s'est cantonnée au devoir, à la gestion matérielle d'une existence. La paternité n'a tracé que des sillons de fatigue. Est-ce bien lui, notre enfant, celui qu'on a voulu ? Comment l'investir ? Ne faut-il pas plutôt laisser son rôle social s'en charger, reproduire les gestes estompés de ce qu'on a connu ? On laissait les autres faire, l'école, le conjoint, de sorte que l'on se renvoyait la balle aux différentes périodes de l'existence. Ce grand malentendu, faire des enfants. J'aurais voulu avoir une fille pour jouer à la poupée. Tu sais, avec la guerre, je n'ai pas eu d'enfance, point. Je lis ce passage parce qu'il m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que j'ai l'impression ici qu'on entend vraiment la question de la filiation, qui est au cœur de ce passage, qui est une question qui te préoccupe, qui traverse le texte. Encore une fois, pas toujours de manière explicite. Comme si j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose chez toi de l'ordre de la disparition de ta famille. Quelque chose qui pourrait ne pas se léguer, ne pas se transmettre, ne plus exister. Oui, bien sûr. C'est un texte aussi qui questionne la question de la transmission quand on n'a pas d'enfant aussi. Et comment on peut... Alors, dans le cas particulier de ce passage, j'essayais vraiment d'approcher l'idée que comme ils ont été cachés pendant la guerre, comment avoir, quand on est à son tour parent, il n'y a pas de modèle, en fait, de parents à ce moment-là, puisqu'on était enfants cachés. Donc, c'est très compliqué d'investir ce rôle-là dans cette histoire qui est trouée. Elle est trouée à un moment donné. Comment on peut... prendre en charge cette transmission à un moment où c'était très inquiétant. On ne pouvait pas dire la famille, il fallait la cacher. Être juif à ce moment-là, c'était vraiment faire courir les autres à leur perte. Soi et les autres, c'est se cacher. Donc il fallait cacher la famille. Et donc, comment après, quand on est père de nouveau, ou parent de nouveau, comment on fait pour habiter ce rôle-là ? Et donc ça me questionnait beaucoup, la question effectivement de cette difficile transmission d'une histoire qui est souvent tue, qui après on essaye de reprendre le cours des choses, mais la vie est trouée. Mais aussi dans ce passage, moi j'entends aussi quelque chose de presque plus banal, c'est-à-dire aussi comment reconnaître son enfant, comment reconnaître son parent. Donc, ça peut être un enjeu en fait, tu vois, au-delà de, bien sûr à l'intérieur de cette histoire que tu décris, que tu dissèques et qui est au cœur de ton roman, mais aussi j'ai envie de dire dans la grande histoire de la parentalité, j'imagine. Oui. Qu'il peut y avoir aussi cette énigme et cette difficulté à se reconnaître. Oui, alors il y avait aussi, parce que dans tout le texte, je me suis beaucoup attachée à la métaphore de l'insularité et de l'île. Et pour moi, avec cette question qui est que, en fait, on quitte un continent qui est le continent de la famille, on s'en détache pour ensuite occuper une île qui est une île où d'abord qui est une sorte de réinvention de soi, détachée du continent. Quand on quitte sa famille en tant que jeune adulte ? Exactement. Et après, on crée une famille, mais ça peut être pas du tout une famille classique du terme, mais en tout cas, on s'entoure après, et on va créer son propre rivage, son propre continent. Donc j'avais vraiment cette métaphore-là
qui est de quoi on se sépare, de quoi on est séparé, qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on a hérité du continent, quelle île on va inventer. Alors, comment tu l'habites aujourd'hui, ta propre île? Je trouve ça assez dur, hein, on peut se le dire. Question un peu... Pardon, c'est un peu frontal. Mais c'est aussi le lieu d'open book. C'est vrai. Comment on habite l'île? Il y a ce stade de l'île, quoi, qu'il s'agit de contenir, de faire attention à elle, qu'elle ne s'érode pas. Ouais, la cultiver. Voilà. Et ces questions-là peuvent les éroder aussi. Enfin, c'est des questions qui... il faut que l'île tienne malgré tout. Voilà, je peux pas m'empêcher de penser à Vendredi ou La vie sauvage, ce moment-là où il est. Donc le livre de Michel Tournier, qui je crois t'a accompagné aussi dans l'écriture, oui. Dans l'écriture de ton livre. Exactement, parce qu'il est vraiment sur le rivage au début. Il n'arrive pas du tout à investir l'île. Il est complètement en train il regarde en permanence la mer, à la recherche de quelqu'un qui va le sauver de l'île et surtout du continent. Il n'arrive pas à habiter le présent. Il est complètement tourné vers la possibilité de quitter l'île et d'être sauvé de l'île. Et il en devient fou. C'est pour ça que c'est la bascule après où il va devoir reprendre possession du temps. Quand il se construit notamment son horloge, là... C'est ça, il essaye de calculer le temps et donc du coup en parvenant avec son clepsydre, je me souviens, c'est l'objet qu'il construit sur l'île, il va reprendre un peu possession de son quotidien. Exactement. À travers la maîtrise du temps. Exactement, c'est la première étape pour lutter contre la folie, pour être un homme et pour reprendre la civilisation en quelque sorte. Mais donc c'est une image qui est beaucoup revenue chez moi, qui m'a beaucoup habité. Et je dirais qu'il y a de ça, il y a aussi, il faut habiter l'île. Voilà, il faut habiter l'île et ne pas regarder en permanence vers ce dont on est séparé. Si on se dit que l'île, c'est un peu la vie que nous, on essaye de se construire, en dehors du rivage, en dehors de notre héritage, en dehors de nos transmissions, qu'on essaye de fabriquer, de cultiver, notre île à soi, est-ce que l'île, elle peut bouger, elle peut aller se connecter à d'autres îles ou à d'autres rivages? Comment elle fait pour bouger et aller s'agglomérer à d'autres lieux? Parce que c'est aussi la solitude, l'île, quand même, je le vois aussi comme ça. Oui, c'est ça. Il faut se détourner de l'insularité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas il faut cultiver l'île, mais il faut la détourner de son insularité. Donc, il faut effectivement aller approcher d'autres territoires. Il faut faire archipel. Enfin, il faut vraiment s'archipéliser. Mais c'est des choix qu'il faut faire. Donc, il faut la force de la volonté. Il faut la force du choix. On va arriver progressivement à cette expédition et donc à cette quête de la vache de mer par notamment le scientifique stellaire que tu as suivi et que tu racontes dans ton livre. Mais je termine juste sur un dernier pont peut-être entre ce travail que tu fais entre ton histoire, ton héritage et puis cette obsession. J'ai l'impression aussi que à travers cet animal, il y a aussi l'idée quand même du massacre qui est présent. Puisque c'est un animal, on va le voir, on va en parler, qui a très très vite disparu puisqu'elle a été chassée et puis annihilée par l'homme. Et que du coup, à travers aussi ce récit, il y a aussi l'histoire... c'est aussi le lieu de la guerre, en fait, cet animal. Dans ton histoire aussi intime. Oui, c'est le lieu de la guerre. C'est le lieu de la pulsion génocidaire dont l'homme est capable. C'est toutes les destructions... dont il est capable, l'animal. Mais beaucoup de récits d'aventure s'emparent de ce sujet. L'homme massacre à tour de bras, il est très fort pour ça. Et d'ailleurs, j'avais appris que Moby Dick, le Pécode, le nom du bateau, c'est aussi le nom d'une tribu qui a été exterminée par l'homme. Et donc il y a vraiment, dans le roman d'aventure, il y a aussi cette mise en scène de cette pulsion-là de l'homme. Et donc là, en ce qui concerne la vache de mer, c'est vraiment les carnets de Steller qui ont lancé la destruction. Il a découvert cet animal, ces carnets ont été diffusés, et il y a eu un espèce de braconnage à outrance de la vache de mer, parce que c'était un animal placide, facile à tuer, parce qu'elle ne se défend pas, elle est très peu mobile, donc elle est très lente, c'est un animal très lent, c'est un animal qui ne se défend pas, et très facile à tuer, et qui a une chair très abondante.
et dont on a fait, dont ils se sont nourris, mais il y a aussi la graisse qui est très nourrissante, et dont on a fait aussi des lampes qui pouvaient aussi permettre d'éclairer sans odeur. C'est vrai que là, en t'entendant aussi, je me dis c'est vraiment le lieu de la vulnérabilité en fait, cet animal. Malgré son énormité, malgré son corps cathédral, comme on disait au début, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est vraiment le lieu de la vulnérabilité face à la violence de l'homme. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est même assez terrible, c'est que quand on lit les carnets de Steller, mais que je reprends dans le texte, il les décrit vraiment comme aussi l'affuble de qualité morale. C'est un animal qui est extrêmement solidaire, qui est extrêmement solidaire entre eux. C'est un animal qui est plein d'affection, qui est monogame, qui a qu'un seul enfant par femelle. Donc il les dépeint comme une famille idéale, pleine de solidarité, qui défend les autres animaux, qui est placide, qui est végétarienne. Elle broute seulement des algues. Et donc cet animal a toutes les valeurs, des valeurs humaines que l'équipage n'a pas dans les yeux de l'explorateur, et enfin du zoologue. Et c'est cette dimension-là aussi qui est fascinante chez cet animal, et dans la façon dont l'homme le décrit. Et il ne peut pas s'empêcher de le décrire comme une famille idéale tout en le torturant. C'est ça, et c'est évidemment cette ambiguïté qui traverse tout ce passage. C'est à la fois la fascination de Steller. On sent que cette fascination, elle va se transformer progressivement en désir d'accaparement et donc de dissection notamment. Et peut-être juste revenir vraiment sur cette expédition scientifique. On est pour cadrer un petit peu, ancrer tout ça dans l'histoire aussi. On est en 1741 et donc il y a cette expédition scientifique dans le Grand Nord, dans laquelle donc Steller, ce scientifique, a pris part, enfin à laquelle il appartient. Et c'est donc évidemment un groupe d'hommes, ce sont que des hommes sur ce bateau évidemment, de marins, et donc ils partent à travers les mers et ils vont aller, c'est jusqu'en Sibérie, c'est ça, on est vraiment dans le Grand Nord de la planète. Et d'ailleurs, j'y repense, quand ils arrivent et ils accostent, ils ne savent pas s'ils sont sur une île ou sur un continent. Oui. Il y a une hésitation. Et c'est vrai que je sentais que c'est très important comme hésitation. J'avais du mal à la saisir, et donc on en a parlé ensemble. Donc il y a cette espèce déjà de vacillement. Où sont-ils ? Comme s'ils étaient dans un non-lieu. Donc il y a vraiment déjà déjà tu nous plonges tout de suite dans le récit d'aventure avec ce lieu inexploré, vierge, dans lequel ils débarquent. Tu as pris plaisir à décrire ce lieu, cet espace... comme je disais, vierge, et donc sur lequel personne n'a jamais mis les pieds. C'est effectivement un des ingrédients du roman d'aventure, le naufrage. Donc ils ont fait vraiment naufrage sur une île. Donc l'équipage de Bering, qui est le capitaine de l'expédition, et ils y restent pendant 1 an, donc de 1741 à 1742. Et d'ailleurs, c'est des années qui m'ont beaucoup marqué aussi, parce que 1741-1742, enfin, en tout cas 41-42, si on rapporte ça au XXe siècle. Donc, ils sont pendant 1 an sur cette île, parce que c'est la mission de Bering est de cartographier les terres, et surtout de devoir répondre à la question si entre l'Alaska et la Sibérie, est-ce que c'est relié par la terre, ou est-ce que ce sont des continents séparés ? Ils sont partis avec donc l'idée de cartographier toutes les espèces qu'ils rencontrent, mais aussi de cartographier le territoire et de savoir s'il y a un isthme, s'ils sont reliés ou pas. Ils débarquent là, et donc la question de l'île ou du continent est extrêmement importante, parce que c'est une des missions de la mission d'exploration, et donc l'attention au paysage est extrêmement importante. Donc il y a vraiment cette tension-là de savoir quelle est la nature de la terre sur laquelle ils sont. Et puis c'est aussi, et ça c'est dans tous les romans d'aventure, la question de savoir comment on va habiter un territoire, comment on va s'en nourrir, comment il va nous accueillir, c'est une question de survie. On est dans des conditions très extrêmes. Donc c'est vraiment un topos du roman d'aventure, mais j'avais aussi, moi, envie de m'approprier un espace d'une île que je n'avais jamais vu, et de me l'approprier par l'écriture, en lisant beaucoup de choses, mais que des choses par le truchement de sources documentaires, de m'approprier cette île aussi, et de la découvrir avec eux. Le scientifique put ainsi prendre son envol, les gestes saccadés, rapides, marquant les angles d'un carré imaginaire pour se mouvoir comme un insecte. Avec une terre à butiner, un allant nouveau prenait possession de ses mouvements.
Au bout de la baie, il s'engagea dans la grande pente herbeuse pour atterrir sur un plateau dénué d'arbres, une steppe battue par les vents où les graminées ondulaient, frémissaient. Une telle verdure n'avait rien, pensa-t-il, de ce qu'il imaginait du Kamtchatka. Au loin, il distinguait des crêtes enneigées qui bordaient la grande vallée. L'endroit semblait n'être qu'une succession de falaises et de montagnes, reliées les unes aux autres et entaillées par de profondes dépressions. Leur forme ressemblait aux ondes de la mer. Il distinguait aussi l'étendue des immenses colonies d'animaux marins qui entouraient la terre. La masse sombre s'étalait et encerclait la rive. Leur surnombre par rapport à la vingtaine d'hommes perdus sur la baie provoqua de nouveau cette sensation d'un centre de gravité déplacé. Il fut pris d'un nouveau vertige. Un tas de 20 hommes ne suffirait pas à atteindre la taille d'un seul de ces animaux marins. Le vent violent le fit tomber, le tétanisa à terre. Sa corpulence ne tenait plus les éléments. Le sentiment d'impuissance et le froid picorèrent sa peau comme si des milliers de becs crochus s'étaient abattus en masse sur lui. Les nuages blancs évoquaient une vie au loin, et le concert de respiration des animaux lui rappelait pour la première fois ses cauchemars d'enfant. L'air qui ne passe plus dans les poumons encombrait la nuit, et personne pour le sauver. On entend dans ce passage vraiment le face-à-face de l'homme avec la nature, et en même temps j'ai l'impression que tu cherches toujours à humaniser ce Steller. C'est jamais non plus le monstre qui vient poser sa patte et qui vient tout posséder. Il a aussi ses obsessions, ses angoisses, ses peurs d'homme. Là, on l'entend à travers la dernière phrase, c'est l'enfant qui repense à ses peurs dans son lit. Mais je trouve aussi que tu l'humanises à travers la figure de sa mère et de sa femme qui reviennent plusieurs fois pendant l'expédition. Pourquoi c'était important pour toi qu'il soit habité comme ça par ces fantômes ? C'était très important, déjà, de lui donner de la profondeur. J'essayais de comprendre un peu quelles étaient ses pulsions mémorielles, pulsionnelles, pour expliquer son rapport à l'animal, pour comprendre pourquoi il l'érotisait, pourquoi il idéalisait l'animal, et pourquoi il était parti faire cette expédition-là. J'avais besoin aussi de tenter d'imaginer un petit peu qu'est-ce qui justifiait ce rapport à l'animal, ce rapport à l'île, à l'équipage. Quels étaient un peu ces arcanes pulsionnels, et j'avais besoin de l'imaginer. Donc j'ai lu une biographie de Steller, et je me suis approprié quelques éléments de sa vie. C'est un ouvrage que j'ai consulté au Muséum d'histoire naturelle, à la bibliothèque de recherche, et il y a vraiment une biographie qui retrace un peu toute sa vie, donc en anglais. Et moi, je suis allée chercher comme ça quelques traces de sa vie sur lesquelles j'ai complètement brodé et qui m'ont permis vraiment d'accéder à une intériorité, ou du moins, j'ai cherché à imaginer une intériorité, bien sûr, parce que c'est pas. Mais je me suis fixée sur quelques points comme ça qui me permettaient d'être aussi Steller, d'écrire avec lui. Et de saisir la ouïe flanche, et puis aussi sa fascination, ses points de fascination et ses points de réinvention de lui, comment il pouvait lui-même habiter l'île. Il y a la présence de Brigitta, je disais rapidement sa femme, qui revient vraiment comme une pensée un peu obsédante et qui lui fait dire à un moment donné « L'amour, c'est la possibilité du naufrage ». Cette phrase, j'avoue, je l'ai attrapée au vol, elle m'a touchée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien là, dans le cas de Brigitta et Steller, Brigitta, donc il la connaît parce que c'est la compagne d'un premier explorateur qui s'appelle Messerschmitt, qui est un très grand explorateur de la Sibérie et qui est d'ailleurs, on l'avait missionné pour classer, pour récolter des espèces, des plantes, de la faune, la flore de la Sibérie. Et aussi cartographier. Et c'est une des plus grandes missions qui est confiée à un seul homme, Messerschmitt. Il en est devenu fou. Il est revenu de tout ça complètement fou. Brigitta étant sa femme. Et Steller, parce qu'il était très intéressé par Messerschmitt, il voulait avoir toutes ses sources sur la Sibérie, sur les autochtones qui vivaient. Voilà, donc il a fait ses armes à ses côtés aussi, en le côtoyant. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Brigitta. Il a accompagné. Lui, il est devenu complètement fou, complètement paranoïaque. Il s'est complètement enfermé sur la fin de vie après avoir fait ses missions. Il s'est enfermé avec elle et il est mort. Et lui, il est tombé amoureux de Brigitta et c'est devenu donc sa femme. Mais elle avait déjà, parce qu'ils ont déjà fait naufrage avec Messerschmitt, elle l'a accompagné dans sa mission, ils ont fait naufrage.
Et donc repartir avec un explorateur, c'est pas possible. Et ça m'avait beaucoup marqué cet élément réel que j'avais pu puiser dans les archives, dans cette biographie, et je l'ai complètement déroulé, exploité. L'idée qu'effectivement, il y a cette notion que l'amour, c'est pas inépuisable pour certaines personnes. Et c'est quand on a déjà fait un naufrage, parce que l'amour est une possibilité de naufrage, c'est sûr. C'est tout amour et la possibilité. On ne peut pas vivre un amour sans avoir en tête l'idée qu'il y a la possibilité d'un naufrage. C'est malheureusement. C'est un risque à prendre, en tout cas. C'est ça. Et donc, il y a cette idée que pour elle, il n'y a pas une capacité d'amour inépuisable et que de tout la ramène, tous les gestes, quand on a déjà aimé, quand on a déjà, tout la ramène à ce premier amour, à cet homme. Et donc, elle ne peut pas, surtout que lui est sur les mêmes traces. Il est aussi sur une expédition du Grand Nord, donc sur une... Et donc, oui, un peu comme incapacité. Si l'histoire se répétait, quoi. Il y a vraiment Exactement. ça, en fait. À travers ce deuxième amour, il y a une répétition du même scénario et un ça. épuisement pour elle, en fait, aussi. Et j'aimais bien aussi utiliser cette histoire-là parce que c'est encore une boule à facettes de l'idée de la répétition de la perte, qui est un peu le grand sujet du livre. Et donc, c'en est une des facettes dans cette relation amoureuse. On parle de cette relation et de la question de l'amour qui est quand même présent au cœur de cette expédition scientifique et que je vois aussi décliner à travers la question de la sexualité et notamment de la sexualisation de l'animal. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée. Donc tu décris, Stellaire du coup, on a parlé de sa fascination pour la vache de mer, mais ça passe beaucoup par une forme de sexualisation et presque de désir en fait pour l'animal. Pourquoi t'es allée jusque-là, presque jusque dans cette impudeur, j'ai envie de dire, dans l'écriture? Parce qu'elle est présente dans les carnets. Dans les carnets de Steller, j'ai lu des descriptions d'érotisation de l'animal dans l'écriture. Alors c'est peut-être le fait des multiples traductions qui ont conduit à la version que j'ai lue. C'est peut-être des effets de langue, parce qu'il y a une langue très empoulée. En plus, à cette époque, l'écriture scientifique, elle est très empoulée, très maniérée. On anthropomorphise beaucoup les animaux. Et donc, c'est peut-être le produit de tout ça, mais le texte en lui-même était vraiment sur le registre d'une forme d'érotisation de l'animal, vraiment, parce qu'on décrit l'animal comme par exemple les jeux amoureux. Il parle des jeux amoureux que l'homme et la femme font, l'amant et la femme font. Elle joue de sa sexualité, la femelle. Elle se tourne, elle se cache. C'est toute une parade amoureuse qu'il a surinvestie. Comme c'est l'image de la sirène, parce que c'est un animal qui est classé sous l'ordre des siréniens. Et la sirène, c'est un animal qui est sûrement la vache de mer. La vache de mer étant un animal qui a la particularité d'avoir des tétons au même endroit que la poitrine d'une femme. Et donc, quand ils sont gorgés de lait, elle a vraiment une poitrine. Et les marins ont vu donc, dans la vache de mer un corps de femme. Et en plus, ça a une petite tête, ça a un peu une tête de phoque. Quand on regarde un phoque, c'est un petit minois. Ça peut être à presque une taille humaine. Donc, mettez une tête de phoque avec une poitrine, ça donne vraiment l'impression d'une sirène. Et donc, il y a vraiment cette mythologie de la sirène. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi qu'il y avait eu des abus de marins sur ces animaux, sur les vaches de mer qui étaient prises pour des sirènes. Donc, il y a vraiment dans cette érotisation, dans le fait de forcer l'érotisation de l'animal, j'ai aussi voulu convoquer cette espèce de fantasme de la sirène, mais qui a conduit vraiment à des dérives. Quand on lit Vendredi ou la vie sauvage, il y a aussi la même dimension érotique à l'île. Robinson fait l'amour à l'île et il accouche de mandragores, il enfante des mandragores. D'ailleurs, il lui donne un nom de femme à l'île, Speranza. Exactement. Il lui donne un nom de femme, ouais. Je cherchais une phrase que j'avais notée aussi à un moment donné où tu dis, ça fait quoi, ce qu'on raconte à un moment donné, tu dis pendant longtemps, on pensait que les enfants et les animaux ne connaissaient pas la souffrance. Donc je vois aussi je parlais de continuum, mais entre ce corps de l'animal qui en fait est un corps de femme, mais qui en fait pourrait être un corps d'enfant, j'entends aussi la violence d'un corps vulnérable entre les mains d'un homme.
Il y a un passage, justement, on parlait de la sexualisation du corps de l'animal, ça passe aussi par sa dissection. Tu vois, on continue, mais par le fait de dépecer un corps. Je pense aussi, voilà, dépecer un corps de femme. C'est des pages vraiment très marquantes de ton texte où tu décris avec précision, avec rigueur, le moment où ils extirpent un long boyau, voilà, gorgé de nourriture. Puis on arrive au ventre. Puis il y a tout un passage aussi où on arrive à l'utérus de l'animal. Donc on a la taille, la longueur, la largeur, tout ça est décrit encore une fois dans ton écriture. Et puis on arrive à ce passage assez étonnant où tu dis il se tenait debout devant le ventre excavé à la place de l'estomac. Il aurait pu s'y nicher, se rouler contre la paroi des os, se rappeler qu'il était né et énumérer du bout des lèvres tous les liquides qui s'écouleraient d'un corps de sirène. La cyprine, la salive, la morve, la sueur, la bave, le cérumen, les larmes, les fesses, l'urine, le sang, la gélatine, la lymphe, l'eau, le chyme, les humeurs, le chyle, les sécrétions, le pus, les sanies, les suppurations, la bile. Donc là, on entend dans ce passage que tu cites le corps lesbien. Exactement. De Monique Wittig, que j'ai retrouvé du coup, parce qu'en plus c'est ce qu'on voit sur la couverture de l'édition poche du texte de Monique Wittig. Donc c'est ces grandes lettres capitales avec tous ces liquides qui traversent le corps féminin. Qu'est-ce que ça vient faire là, au milieu de ce récit scientifique? Qu'est-ce que Monique Wittig, évidemment qu'on adore, qu'on est très très heureuse de croiser, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ce qui m'avait beaucoup frappé chez Monique Wittig, c'est la passion dévorante. Ce texte, c'est une longue litanie de la dissection du corps aimé. Du corps aimé, de la part de quelqu'un de désirant, de profondément désirant, qui va la passion déchirante va faire cette espèce de plongée dans l'anatomie de l'être aimé, mais au point de pénétrer, c'est l'éloge amoureux des organes, de tous les organes, de tout l'intérieur de l'être aimé. Et donc il y a cette érotisation de tout ce qui est à l'intérieur du corps, donc les artères, tous les organes, tous les muscles. Il y a une succession de scènes sexuelles comme ça. Et donc ça m'a beaucoup inspirée. Et c'était très important pour moi de montrer aussi comment la passion conduit jusqu'à la dévoration de l'autre et jusqu'à la dissection. Enfin, il y a une espèce de nœud commun dans tout ça. Et je voulais aussi trouver une forme, parce que c'est très très radical le texte de Wittig, le corps lesbien. Et donc j'avais très envie aussi de convoquer des figures de radicalité littéraire à l'endroit de l'érotisation du corps humain, mais dans le versant le plus anatomique qui soit, mais qui est connecté vraiment à la pulsion érotique. Puis c'est assez réparateur, je trouve, quand même, de citer Monique Wittig. Bien sûr. Qui, donc évidemment, voilà, écrit sur l'homosexualité féminine, a refusé le pronom personnel il, voilà, est quand même dans une démarche, une réflexion aussi sur la langue au féminin. Au milieu de ces pages où on est en train de disséquer le corps d'un animal et ce sont que des hommes qui sont autour de lui, je trouvais ça assez à la fois ironique presque et assez réparateur. Exactement. Aussi de glisser cette page. Je peux pas m'empêcher de lire quelques lignes de Monique Wittig quand même pour nos auditrices et nos auditeurs sûrement qui sont très contents d'entendre ça. Tu disais que c'est effectivement une écriture radicale, hein. Il y a ces espèces de barres comme ça à l'intérieur des paragraphes qui viennent créer une scansion comme ça permanente. Et c'est vrai qu'en le relisant, je le retraversais et c'est hyper beau. Tu essaies à ce point d'arracher mes reins, ils te résistent, tu touches ma vésicule verte, je me morfonds, je me plains, je tombe dans un gouffre. Ma tête est entraînée, mon corps me vient au bord de mes dents, il me semble que mon sang s'est tout figé dans mes artères. Tu dis néanmoins que tu le reçois en quantité énorme sur tes mains, tu parles de la couleur de mes organes, je ne peux pas les voir. J'entends ta voix siffler dans mes oreilles, je me concentre pour t'écouter, je me vois étendue, toutes mes entrailles sont déroulées. J'ouvre la bouche pour chanter une cantate à la déesse, ma mère. Par cet effort le cœur me faux, j'ouvre la bouche, je reçois ta langue, tes lèvres, ton palais. Par toi, monstre adoré, je me mets à mourir, tandis que tu ne cesses pas de crier autour de mes oreilles. Magnifique. Et ce qui est fou c'est que c'est aussi tous les sens sont convoqués. Donc il y a cette anatomie, mais il y a aussi tous les sens qui sont convoqués. C'est complètement synesthésique et ça, j'avais aussi envie de cette
Et puis il y a aussi cette espèce d'obsession, d'obstination dans ce texte, dans cette écriture, dans ce je tue permanent, qui était très important aussi, qui m'avait beaucoup nourri aussi, parce que cette notion de passion obstinée, dévorante, mais c'est vraiment l'obstination, la répétition qui était très importante. Et d'ailleurs, il y a cette phrase magnifique aussi, « Tu me tourmentes d'un lent amour ». Et j'avais aussi cette idée que Steller était tourmenté d'un lent amour. Et cette espèce de la torture, c'est vraiment qui relève de la torture. Le torturé par l'amour torture l'autre, du coup. C'est une obsession aussi qui vient de toi, ça, cette question de l'obstination. Je sens que c'est physique, quoi, chez toi. C'est vraiment, c'est des choses qui te traversent. C'est aussi comme ça que ça t'a mené à l'écriture et à la dissection de tout ça sur le papier. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que je veux tout reposer sur Steller, mais ça vient aussi d'une obsession personnelle. Comment ça se traduit chez toi, l'obstination permanente, effrénée ? Eh bien, ça passe par le texte. Le rapport au texte est un rapport d'obstination et d'acharnement. Donc, c'est vraiment, les phrases sont passées, repassées. C'est vraiment une pensée obsédante. Et c'est vraiment l'acharnement de l'écriture, du projet, de revenir aux sources aussi, d'être accompagné par d'autres textes qu'on ressasse aussi. Donc c'est une obstination des sources, une obstination de l'écriture aussi. Une obstination des squelettes au musée d'histoire naturelle que tu retournes, que tu vas voir. C'est ça, c'est vraiment des boucles qui se font et se refont. On essaie de dénouer un moment. C'est vraiment l'idée quand même. J'allais te demander ça. Ouais. Est-ce qu'on en sort parfois des boucles ou est-ce qu'on prend plaisir aussi à rester dedans ? On en sort. Et c'est justement la trajectoire de l'écriture, parce qu'elle est longue. Elle est longue, la trajectoire de l'écriture permet de dénouer des boucles à un moment donné où ça éclate. L'obsession éclate et percée parce qu'on a touché le nœud de la compréhension de l'obsession. C'est un peu ce qui s'est passé au travers de ce texte. C'est-à-dire que l'obsession pour la vache de mer s'est dissoute dans la compréhension que j'avais de ma propre obsession de la vache de mer, donc de la relier à mon histoire intime. Et de l'écriture, ça a permis de la dénouer. Et maintenant, ça n'est plus que un souvenir nostalgique, mais ce n'est plus une... C'est le rivage que tu vois au loin. Exactement, c'est le rivage au loin. Exactement. Je peux habiter différemment mon île. C'est aussi une enquête familiale, mine de rien, que tu mènes. On n'en a pas tant parlé que ça, parce qu'effectivement, il faut quand même laisser la découverte de cette exploration-là au lecteur et à la lectrice. Mais toi, concrètement, en tant qu'Adèle dans la vie, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé ? Je me sentais en dette par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que je les avais enregistrés quand j'avais 20 ans, mes grands-parents. J'avais forcé cette parole avec la promesse d'en faire quelque chose. J'ai rien fait de leur vivant. Ils sont partis. Et je me sentais endettée. Enfin, je sentais que cette promesse était toujours là, que je ne l'avais pas honorée, ni pour eux, ni pour moi-même. Et donc c'est ça. J'ai l'impression d'avoir rempli en partie une promesse qui est de l'ordre de la transmission, enfin, en quelque sorte. Et donc il y a comme quelque chose qui est un peu plus apaisé. Enfin, il y a une petite douceur quelque part. Parce que tu avais, sur ces bandes notamment, dans cette histoire, tu avais eu accès à des choses auxquelles personne dans ta famille n'avait eu accès. Il y a quelque chose de l'ordre du secret que toi, tu savais ? Non, pas tout à fait, mais c'était... Non, les gens savaient, mais en tout cas, on n'en parlait pas. C'est vraiment quelque chose... On n'en parlait pas. Et je repense à ce que tu disais au début sur la question de la perte de l'audition qui a été progressive, etc. Chez toi, que tu disais que tu en avais fait presque une mythologie. Oui. Tu pensais que c'était relié effectivement à cette histoire, justement, pas racontée, à ces trous, à ces failles dans le récit familial. Tu as mis le mot mythologie parce que chez toi, tu sens que c'est une construction. C'est aussi une construction pour donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. Exactement. Je pense que quand on a une maladie ou quelque chose, ou un handicap, on tente d'expliquer. Et donc on s'affuble de mythologie, on tente d'expliquer ce qui n'a pas d'explication. Et moi, ça faisait partie de ma mythologie, de me dire, mais c'est parce que c'est le silence, il y a une part silencieuse qui s'est logée dans mon oreille. Voilà, j'ai imaginé ça. Je peux vivre avec cette mythologie-là.
Tu dis à un moment donné que Steller, en fait, a rêvé à l'animal, que ça a été son plus grand rêve. De quoi ce rêve est-il le nom ? Ce rêve-là de l'animal. Et donc, j'ai envie de dire, ton rêve à toi derrière. Comme je disais, là, il y a un peu ce fantasme de la promesse de la rondeur, de la maternité, mais d'un espace protégé par le corps de soi ou des autres. Mais il y a quelque chose de l'ordre de cette intimité ronde, de l'opulence, du bien-être, de cette espèce de... Maman, je raconte, parce qu'ils sont tous très maigres sur l'île, il y a un décharnement. Et lui, il pense quand il regarde les plis de la vache de mer, parce qu'elle a une peau plissée, il se rappelle au fait que, il fut un temps où j'ai connu les plis d'un ventre gras qui se repose sur lui-même par la rondeur de l'opulence de l'aise, de l'aise physique béate. Et donc je crois que j'ai dans les décharnements... penser à le corps rond, le corps plein, et une image très réjouissante et heureuse. Je voulais quand même revenir sur la question de la poétique de ton texte, de la nature, de la description, de la flore, de la faune, à travers tout un lexique, notamment à travers les couleurs. J'ai des souvenirs de passages où vraiment tu joues avec les couleurs. Il y a un plaisir aussi poétique à aller chercher le mot dans ce qu'il a de plus précis, de plus étrange aussi, j'ai l'impression. Oui. Alors, pour en revenir à Monique Wittig, c'est vrai que ce qui est frappant aussi dans Monique Wittig, c'est c'est une érudite botaniste aussi. Il y a énormément de plantes chez Wittig, il y a énormément de couleurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement érudite qu'au niveau de l'anatomie, il y a aussi beaucoup de plantes. Et moi aussi, j'ai la même fascination pour la botanique. Et donc, Steller... Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est un zoologue naturaliste, mais qu'à l'époque, on est aussi les médecins, il est aussi médecin, ça passe par les plantes, beaucoup. Donc il a une espèce de connaissance, une érudition des plantes. Il en a d'ailleurs découverte, il en a catalogué beaucoup aussi des plantes. Il y a l'armoise de Steller, mais d'ailleurs qu'on retrouve dans Paris, c'est une plante qu'on a dans les plates-bandes fleuries, c'est une plante grise. À laquelle il a donné son nom, donc. Oui, exactement. Et donc, il y a vraiment cette érudition de la plante et donc de l'observation. Et l'observation étant vraiment la source première de la poésie. La poésie, c'est l'observation par les sens et de la musicalité de ce qui nous entoure, et donc de la couleur, de tout ça. Et donc, j'ai aussi, c'est l'aventure du texte aussi, d'aller chercher les plantes, les couleurs, de faire une aventure aussi synesthésique de la nature, de l'île, de cette traversée. Mais c'est aussi comme si chacun de ces mots, quand ils sont techniques comme ça, étranges, d'une hyper précision, c'est un lexique rare aussi parfois que tu utilises. Et c'est aussi comme si chaque mot contenait un rêve. Puisqu'en fait, on ne connaît pas forcément ce mot, ou en tout cas, il a une sonorité nouvelle, neuve pour nous. Et donc, du coup, on peut y projeter plein de choses. Oui, c'est vraiment la promesse. Et c'est aussi, je rejoignais un peu le scientifique là-dessus, c'est-à-dire que le scientifique, il a ce goût des mots. C'est-à-dire que, à la manière d'un poète, il est aussi dans nommer, trouver le juste mot, identifier la chose et le faire correspondre à un mot, produit un effet jouissif chez le scientifique. Et donc c'est un peu le même cheminement qu'il y a pour le poète. C'est la même jouissance de faire correspondre le mot et la chose, et parfois même le décalage qui est entre le mot et la chose, parce que parfois le mot, on n'a pas le mot, il faut le trouver, il faut l'inventer. Et le scientifique, c'est ce qu'il va faire, mais c'est aussi ce que le poète va essayer de faire, ou en tout cas le poète, ou quand on s'approprie, quand on cherche à vivre une expérience poétique, ça va être ça, ça va être de chercher le mot, jouer avec ça, enfin, en tout cas, et faire correspondre, en tout cas, faire coïncider une sensation à la chose vue, entendue, reçue, éprouvée, et l'élément observé. Et toi, en tant que poète, en tant qu'écrivaine, est-ce que chercher le mot juste, aussi juste, c'est aussi un moyen de lutter contre l'oubli ?
peut-être aussi contre la disparition de ce que tu pourrais entendre. Ah oui, complètement. Il y a l'idée de consigner. D'ailleurs, le scientifique consigne les informations. Mais moi, consigner les sensations, consigner les sons, c'est aussi une manière... écrire, c'est aussi une manière de combler là où je suis absente par ailleurs, là où il y a une absence en moi. Donc oui, il y a vraiment cette idée de combler quelque chose, oui. Et qu'est-ce que tu as le plus peur d'oublier aujourd'hui ? Souvent, je me dis parce que souvent dans la vie, je suis absente parce que je n'entends pas forcément ce qui s'y passe, ce qui s'y joue. Et dans ces moments où j'ai l'impression qu'on me vole quelque chose, voler un instant, eh bien, l'écriture vient compléter ces moments, enrichir ces moments-là. C'est-à-dire que ces moments-là, il faut que je vais tenter d'observer quelque chose, ou je vais être très attentive à quelque chose pour essayer de récupérer quelque chose de l'ordre de la vie, pour l'utiliser dans l'écriture, récupérer mon absence aux choses. Donc il y a une part de combler ce que la vie au présent. Et puis après, c'est aussi oui, les sensations les plus intenses, c'est peut-être ça aussi que j'ai peur d'oublier. Et ça vient aussi avec les êtres, avec la façon dont on les a aimés, tout ça. Je termine toujours Open Book avec une dernière petite séquence. Open, bibliothèque. J'enregistre ces épisodes chez moi, donc au milieu de mes livres, parce que c'est mes compagnons, c'est mes êtres chers, comme tu disais. Et donc j'aime bien demander à mon invité de choisir un livre qui t'entoure. S'il y a un livre, par exemple, qui a attiré ton attention pendant la discussion, ou que tu as envie de choisir, de prendre, puis de l'ouvrir au hasard et de lire la page sur laquelle tu vas tomber. Et puis on en discute, on voit ce que ça t'évoque, si ça t'évoque des choses, si ça te donne envie de le lire, ou si ça te rappelle des souvenirs. Un livre autour de moi. Ouais, exactement. Très bien, très bien. Alors, toute la question est de savoir si je prends un texte que je connais ou un texte que je ne connais pas. Ouais. C'est la grande question de tout le monde. Un grand dilemme. Un grand dilemme. Pas facile, hein. C'est très très difficile comme exercice. Mais qu'est-ce que j'ai envie de prendre ? Un jour ce sera vide, j'avais beaucoup aimé ce texte. Dans Un jour ce sera vide, il y a une scène de plage qui m'avait beaucoup fait rire. Oui. Où sa tante apporte des clops sur la plage, des pains de viande, un plat juif ashkénaze, et elle apporte donc des clops, des boulettes de viande sur la plage qu'elle a préparées pour le donner aux camarades, voilà, et aux parents, pour que son fils, qui n'a pas d'amis, soit plus à l'aise avec ses nouvelles connaissances. Mais donc on est sur une plage normande, et donc elle est avec les boulettes de viande, et elle pense que ça va faciliter la relation de son petit-fils avec sa nouvelle grande amitié. Oui. Pour ceux et celles qui nous écoutent, le narrateur, en fait, où il passait ses vacances avec sa grande-tante et sa grand-mère. Sa grande-tante et sa grand-mère. Voilà, et il passe beaucoup de temps sur la plage, puisque c'est un bord de mer normand. Et puis voilà, il se trouve très différent des autres enfants qui sont dans des familles plus classiques. Et donc du coup, il observe beaucoup, c'est un petit garçon qui observe beaucoup les autres, qui va d'ailleurs se lier d'amitié avec un autre petit garçon. Il y a des très belles scènes d'amitié, comme ça, de naissance, d'amitié, d'amour. Et c'est vrai que cette grande-tante et cette grand-mère lui paraissent très étranges. Et elles ont aussi leur histoire, qu'on découvre progressivement dans le livre. Une page au hasard, t'as pas le droit de choisir. Ah, j'ai pas le droit de choisir, c'est au hasard. Ok. Alors, je voudrais lui dire que je n'ai rien à voir avec elle, qu'elle n'a pas la moindre idée de qui je suis, pas la moindre. Et que ce qui est certain, c'est que je ne suis pas comme elle, avec ses goûts de chiottes et son odeur infecte. Je voudrais lui hurler dessus de me laisser tranquille, lui expliquer que si je pouvais, je serais à des centaines de kilomètres d'ici, ou juste à 1 kilomètre d'ailleurs, dans la maison de Baptiste, en train de vivre avec des gens normaux et raffinés qui font autre chose que de fumer dans un placard. Et que ça m'étonnerait vraiment qu'il m'invite à dormir si j'étais comme elle, et que jamais Baptiste ne m'aurait parlé si j'avais pué comme elle pue. Mais à la place, je m'assois doucement sur le bord du lit. Et je lui réponds que oui, ça compte bien sûr, la famille, c'est important. La famille ? Elle me répond étonnée, comme si je venais de jeter cette idée incongrue dans la discussion. La famille, je sais pas. Pour mon père, comme il est mort depuis longtemps, je sais pas. Je l'ai pas bien connu.
si je l'ai quand même pas mal connu quand même. Il s'énervait facilement, ton père. Ton père a de quoi tenir, elle rit. Mais pour une femme, ce qui est important, c'est l'amour. C'est pas pour rien qu'on dit que sans amour, une femme ne veut pas vivre. Ne peut pas vivre, même dans les films. On voit bien que les femmes et les hommes, elles soupirent. Oh, il y en avait d'autres, avec qui j'aurais dû nouer des trucs amoureux où j'ai pas su, enfin. Elle a pris un cigarillo qui fumait dans le cendrier, si bien qu'elle a maintenant un mégot dans sa main droite, tandis qu'elle fume de la gauche. Ce qu'elle fait d'une manière très particulière, les doigts tendus, le cigarillo entre le majeur et l'annulaire. Son visage est recouvert par les persiennes de ses doigts, et elle aspire bruyamment, sans réellement parvenir à faire rougeoyer le bout incandescent. Je la regarde parler en essayant de ne pas trop ingérer l'air vicié de la pièce, grâce à mon système de micro-respiration. De la cendre est tombée sur sa chemise XL qui recouvre tant bien que mal ce qui doit être un gros ventre et des seins mous. Elle secoue le tissu et elle rit. Elle rit comme pour s'excuser de me raconter tout ça et aussi parce qu'elle est sincèrement heureuse d'être avec moi. Elle rit parce qu'elle veut m'offrir tout ce qu'elle possède de joie. Je le vois bien et je voudrais sourire pour lui faire plaisir, mais une pensée vient me distraire. Une pensée si affreuse que je ne peux plus me noter de l'esprit. Quelque chose d'irréparable. Et si j'avais oublié de tirer la chasse le jour où j'ai dormi chez Baptiste? J'adore. De quoi tu te souviens de ce livre? Qu'est-ce qui te plaît dans la page que tu viens de lire? Bon, déjà, il y a l'enfance qui est à l'œuvre, donc ces micro-respirations, cette espèce de... La violence de l'amitié dans l'enfance, c'est-à-dire que c'est une effraction dans la vie d'un enfant, c'est comme l'amour, c'est du même ordre, donc ça arrache à l'île au continent, justement. Et là, on voit aussi dans cet extrait... C'est la possibilité d'une île. La possibilité d'une île, exactement. C'est la possibilité d'une île, sans l'idée du naufrage, beaucoup moins, en tout cas. Et là, ce qui est frappant, c'est aussi l'étrangeté qu'il a vis-à-vis de la familiarité, cette espèce d'agression, d'amour-agression qu'il a envers sa grande-tante. C'est-à-dire qu'il est à la fois touché par ce qu'elle lui dit, un moment, quand elle lui dit je suis heureux, il sent qu'elle est heureuse d'être avec lui. Et en même temps, il y a cette espèce d'agressivité parce qu'il veut quitter l'île, il veut quitter le continent, il veut partir. Il veut être avec des gens normaux. Donc il considère l'étrangeté familiale comme un endroit où fuir, où partir et se réinventer avec quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment cette espèce de double attirance de rapport à la famille qui est de l'ordre de vouloir se séparer et en même temps d'être... si on est agressé par la grande-tante en l'occurrence, c'est que c'est de là d'où on vient. Il y a aussi cette idée de qu'on veut opérer un mouvement de départ vers l'autre, vers l'ailleurs. Donc cette amitié, Baptiste. Le fameux Baptiste. Il y a vraiment ces mouvements-là dans le texte. Et je pense aussi au fait que c'est un texte, c'est un livre aussi qui raconte un récit familial qui n'a pas été transmis à ce petit garçon, à ce narrateur. Exactement. Puisqu'il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il vit avec cette grand-mère et cette grande-tante bizarre qui fume dans son placard. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans sa famille, on ne lui a pas raconté. Donc là, ça fait écho aussi à l'extinction des vaches de mer. Je me permets de faire ce pont. Exactement. Je finirai par cette dernière question. Donc, je te disais qu'on était entouré par mes livres et que c'est pour moi un endroit de confiance, un endroit où je puise de la confiance. Toi, tu dirais que c'est quoi qui te donne confiance, qui arrive à te donner de la confiance aujourd'hui? C'est beaucoup les textes des autres, c'est beaucoup la lecture, c'est beaucoup cette exigence-là d'offrir un texte et d'être lu, donc du coup de lire d'autres textes, de s'ouvrir à cette rencontre-là par le biais des textes. C'est vraiment l'altérité, c'est comprendre des points de vue, comprendre des façons de vivre. C'est une manière de se déplacer, donc de quitter ses obsessions. C'est à la fois les nourrir, mais c'est aussi les déplacer et se rendre plus mobile avec les autres, tout en étant dans son rythme, parce qu'on découvre le texte à son rythme, et donc n'est pas forcé par la rencontre, mais on peut prendre son temps, s'apprivoiser les uns les autres par le biais des textes, je dirais. Vous venez d'entendre Agathe Le Taillandier en conversation avec Adèle Rosenfeld.
Open Book est un podcast créé par Agathe Le Taillandier et Constance Parpoil, réalisé et mixé par Lola Glogowski avec une musique originale de PR2B. L'illustration est de Caroline Perron. Nous remercions tous nos premiers soutiens sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Charlie, Saïd, Chantal, Lucie, Armel et Dominique, Marie et Vincent, Juliette et Gilles, Isabelle, Grégoire et Monique. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Mettez des étoiles sur les applications, parlez-en, on a toujours besoin de vous. Et vous pouvez suivre notre compte Instagram, Open Book le podcast, pour suivre toutes les coulisses du podcast et toute son actualité. Merci beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à très vite.